On m'a dit qu'il était parti. On m'a aussi dit que les hommes ne disparaissent donc pas sans raison. Je me souviens encore de ce qui s'est passé il y a 19 ans, le jour de mes 30 ans. Mon mari m'a embrassée sur la joue et m'a dit qu'il rentrerait à la maison pour dîner, puis il a disparu. Sans dire au revoir, sans laisser tracer de traces, juste une chaise vide et un mot sur le réfrigérateur. Je reviens bientôt. Ne m'attends pas. Réveille-toi. Pendant 19 ans, j'ai pleuré la perte d'un homme sans tombe. Puis la semaine dernière, une carte d'anniversaire est arrivée sans expéditeur. Seulement 9 mots. Joyeux anniversaire, Claire. Je ne suis jamais partie. Ce que j'ai découvert ensuite a tout détruit. Cette histoire ne se termine pas par sa disparition. Elle commence là. Le gâteau est resté 3 jours sur la table de la cuisine. C'était un gâteau à la vanille avec de la confiture de framboise, celui qu'il choisissait toujours parce qu'il disait que ça lui rappelait le premier que je lui avais fait. Trop sucré, un peu désordonné, mais inoubliable. Nous avions prévu un dîner tranquille, juste nous deux, comme toujours. Poulet rôti, vin et le gâteau. Il a dit qu'il devait faire une course rapide vers 5 heures. Il m'a embrassé sur la tête et m'a dit de ne pas m'inquiéter. « Je reviens bientôt », a-t-il dit, les clés tintant déjà dans sa paume. Ne m'attends pas réveillé. Je n'y ai pas accordé d'importance. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Au début, j'ai attendu. J'ai réchauffé le poulet au micro-ondes à 9 heures, puis encore à minuit. J'ai laissé la lumière du porche allumée, quelque chose que nous ne faisions que quand l'un de nous deux s'absentait. Et je me réveillais continuellement pour voir si son camion était dans l'allée. Il n'y était jamais. Quand le matin est arrivé et qu'il n'était toujours pas rentré, je l'ai appelé sur son portable et c'est tombé sur le répondeur. Alors j'ai appelé le bureau du shérif. Il y a probablement une explication, m'ont-ils dit. Les hommes se sentent parfois dépassés. Peut-être qu'il avait juste besoin d'espace, mais il n'y avait aucune charge sur sa carte de crédit. Aucune image de sécurité à la station-service. Aucun collègue ne l'avait vu ou ne savait quoi que ce soit à son sujet. Aucun sac ne manquait dans notre armoire. Sa brosse à dents était toujours dans son support. Son manteau était toujours accroché à la porte. Ce n'était pas juste de l'espace, c'était une disparition. Le rapport officiel l'a classé comme disparu volontairement. L'agent qui a pris ma déclaration semblait à peine assez âgé pour se raser. Il n'arrêtait pas de regarder son presse-papier, comme s'il allait lui dire comment gérer la femme devant lui qui essayait de ne pas pleurer pour la disparition de son mari qui s'était évaporé comme de la vapeur. Au début, les gens étaient gentils. Ils apportaient des ragoûts et chuchotaient des choses qu'ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Il devait avoir quelqu'un d'autre, disaient-ils. Oh, tu sais, les hommes de cet âge, la crise de la quarantaine est quelque chose de curieux. Comme si j'avais raté quelque chose. Comme si je ne connaissais pas chaque centimètre de l'âme de cet homme. Sauf que peut-être que ce n'était pas le cas. Les semaines se sont transformées en mois. J'allais au travail, je rentrais à la maison et je restais à fixer les murs. Mes amis se sont éloignés, ne sachant pas quoi dire. J'ai commencé à lui parler dans ma tête. Juste des choses sans importance. Comment était le temps, ce que j'avais fait pour le dîner, comme le lit était silencieux sans ses ronflements. Parfois je mettais même 2 assiettes au cas où. Les années ont passé, et avec chacune qui passait, le monde semblait oublier un peu plus. Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne sortais avec personne. Je n'ai pas déménagé. Je n'ai même pas repeint la chambre, bien que le papier peint près des fenêtres se décollait. Je gardais ses bottes près de la porte et ses chemises en flanelle pliées dans le tiroir du haut. Ma mère appelait ça du chagrin. Carole, ma meilleure amie, appelait ça de la dévotion. Je ne savais pas comment l'appeler, c'était juste comme ça. Puis la semaine dernière, 19 ans plus tard, une carte est arrivée. Elle venait dans une enveloppe blanche, sans expéditeur ni timbre. Simplement déposée dans ma boîte aux lettres, comme n'importe quelle autre lettre. J'avais presque jeté en pensant que c'était une autre publicité ou une note de condoléances qui avait été livrée par erreur. Mais alors j'ai vu mon nom écrit d'une écriture claire et penchée, que je n'avais pas vue depuis presque 2 décennies. Claire. C'était tout ce qui était écrit sur le devant.
sans madame, sans nom de famille, juste Claire. À l'intérieur, il y avait 9 mots, rien de plus. Sans ponctuation, sans explication. Joyeux anniversaire, Claire. Je ne suis jamais partie, je l'ai laissé tomber. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je l'ai lu encore et encore. Ce n'était pas une copie, ce n'était pas une blague de mauvais goût. J'aurais reconnu cette écriture n'importe où, le « i » avec des boucles, la façon dont il courbait les R, comme s'il était toujours pressé de finir le mot. Pendant un moment, j'ai pensé que j'avais une dépression nerveuse, que peut-être je l'avais imaginée. Mais la carte était réelle. L'encre était légèrement tachée où il avait appuyé trop fort avec le stylo. C'était la sienne. J'ai appelé Carole. Elle est venue en courant avec un sac de course, plein de vin et de mouchoirs, comme s'il s'agissait d'un enlèvement. Je lui ai montré la carte et elle l'a regardée comme si elle allait prendre feu dans ses mains. « Et s'il était revenu ?» a-t-elle chuchoté. « Il ne le ferait pas, » ai-je répondu, mais ma voix s'est brisée. Alors, pour la première fois en 19 ans, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais enterré si profondément que ça n'était pas remonté à la surface jusqu'à ce moment précis. La semaine avant qu'il disparaisse, je suis entrée dans le bureau et je l'ai trouvé en train de pleurer. Il ne pleurait pas fort, ni de manière inconsolable, juste des larmes silencieuses en regardant par la fenêtre comme s'il voyait quelque chose que lui seul pouvait voir. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a répondu « Je suis juste fatiguée, Claire, c'est tout. » Et je l'ai laissé passer parce que nous étions heureux, parce que les hommes pleurent parfois, parce que je ne voulais pas le presser, parce que je pensais qu'il me le dirait quand il serait prêt. Mais et si c'était le moment où il avait commencé à disparaître? Et s'il n'était jamais vraiment parti? Et si la personne que j'avais aimée toutes ces années avait caché quelque chose que je n'avais jamais vu venir? Et s'il n'avait pas fini de se cacher? La carte est restée sur la table de la cuisine comme une arme chargée. Carole n'y a plus touché après ce premier regard. Elle nous a servi 2 verres de vin rouge et s'est assise en face de moi avec le visage tendu par l'inquiétude, comme si elle s'attendait à ce que la carte commence à parler. J'ai remarqué qu'elle voulait me demander si j'étais sûre, si peut-être ce n'était pas une blague cruelle, mais mon regard a dû lui dire de ne pas le faire. Je n'avais pas besoin de doute, j'avais besoin d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Pendant 19 ans, j'avais porté son absence comme une seconde peau. J'avais vécu avec elle si longtemps que j'avais oublié ce que signifiait de se sentir observé. Mais maintenant l'air vibrait différemment. Je pouvais le sentir, ou peut-être juste l'idée de lui, me frôlant comme de l'électricité statique. Je suis montée à l'étage dans l'armoire que nous partagions autrefois. Ses vêtements étaient toujours là, repassés et intacts. J'ai ouvert la porte et j'ai enfoui mon visage dans la flanelle usée de sa chemise préférée. Pendant 1 seconde, j'ai capté le fantôme de son parfum, bois de cèdre, café, vent, et j'ai presque craqué. « Pourquoi tu n'as pas dit au revoir ?» La pensée n'est pas venue comme une accusation. Elle est venue comme un gémissement, comme la question d'un enfant, abandonné dans un grand magasin, regardant fixement la porte en espérant qu'on le trouve. J'ai sorti la chemise du cintre et je l'ai emmenée avec moi en bas. Je me suis blottie sur le canapé avec la carte, la chemise et la note jaunie de la cabane m'entourant des fragments qu'il avait laissés. Alors, le téléphone a sonné. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Personne ne m'appelait le soir, sauf Carole ou les faux numéros. Un moment plus tard, il a sonné à nouveau, le même numéro sans nom. Je l'ai décroché à la 3e sonnerie. Ma main tremblait en l'approchant de mon oreille. « Allô ?» Silence, mais pas un silence vide. Une respiration, une inhalation lente et délibérée, suivie d'une expiration. « Allô ?» ai-je dit à nouveau, cette fois plus fort. « Qui est-ce ?» Plus de silence. Puis un clic, il a raccroché. Je suis restée à regarder le téléphone, comme s'il allait commencer à saigner. Ma respiration s'est accélérée, est devenue superficielle. J'ai rappelé le numéro, mais ça a sonné 2 fois, puis ça s'est coupé. Pas de répondeur, pas de possibilité. J'aurais dû être terrifiée. J'aurais dû appeler la police, Carole ou quelqu'un. Mais tout ce que je ressentais était un vide.
comme si j'avais ouvert une porte dans ma poitrine et que le vent avait tout balayé. Je suis restée là dans la cuisine pendant longtemps, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. La porte arrière, celle que j'avais ouverte plus tôt, n'était plus entr'ouverte. Elle était fermée à clé. Je ne l'avais pas fermée, j'en étais sûre. Je l'avais laissée ouverte, juste avec la moustiquaire, comme je le faisais toujours quand l'air nocturne était lourd et oppressant. Je me suis approchée lentement, comme s'il s'agissait d'un animal endormi. J'ai vérifié la serrure, elle était tirée. Je me suis retournée et j'ai regardé autour de moi, soudainement hyper consciente de chaque craquement et de chaque ombre. Y avait-il quelqu'un là? Y avait-il eu quelqu'un là? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé que je n'ai jamais bu, et j'ai attendu que le soleil se lève, que la logique revienne. Mais la logique avait abandonné cette histoire depuis longtemps. Le matin, j'ai ouvert la boîte aux lettres comme toujours. Facture, catalogue, un coupon pour le lavage de voiture et une enveloppe blanche sans rien, sans timbre, sans expéditeur, juste mon nom, encore. Claire. À l'intérieur, il y avait une photographie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai presque la fait tomber. C'était moi, debout à l'évier de la cuisine, faisant la vaisselle. La photo avait été prise de l'extérieur par la fenêtre, avec un zoom, granuleuse mais indéniable. Ce n'était pas d'il y a des années. J'ai reconnu le t-shirt que je portais seulement 2 nuits avant. Je me souviens avoir fredonné une chanson en rinçant la tasse de thé. Je me souviens de la sensation que j'avais eue, brève mais intense, comme si quelqu'un m'observait. Il avait été là. Pas il y a des années, pas une fois maintenant. Il continuait de m'observer, continuait d'attendre, continuait d'être quelque chose. Je n'ai pas jeté la photographie. J'aurais dû. Une personne normale l'aurait brûlée, détruite ou emmenée à la police, même si cela signifiait un regard perdu et un rapport poliment sceptique qui finirait par prendre la poussière dans un tiroir. Mais au lieu de cela, je l'ai gardé dans la même boîte en fer blanc où je gardais la carte, la note de la cabane et toutes les versions de lui dont je n'avais pas encore réussi à me débarrasser. Je ne l'ai pas dit à Carole. Pas encore. Elle serait venue directement avec un couteau de boucher et un scanner de police et ne serait pas partie jusqu'à ce qu'elle m'ait barricadée dans le grenier et peut-être que j'aurais dû la laisser faire. Mais une partie honteuse et enterrée de moi n'était pas prête à le partager à nouveau, même sous cette forme tordue et brisée. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, non pas parce que c'était plus sûr, mais parce que je ne pouvais pas supporter le vide du lit. J'ai laissé la lampe allumée, la télévision en silence, et je suis restée à regarder la fenêtre en attendant une silhouette qui n'est jamais venue. Mais le matin, il y avait une autre enveloppe. Celle-ci n'était pas dans la boîte aux lettres. Elle était collée avec du ruban adhésif sur la porte d'entrée, n'importe comment, comme si celui qui l'avait laissée ne se souciait pas que je le voie. À l'intérieur, il y avait une autre note. Cette fois, il n'y avait pas de photo, juste une phrase. Tu semblais triste à l'évier. Sans signature, juste ça. Et j'avais été triste. Je me souviens de cette nuit, j'étais en train de laver une assiette et je pensais à la façon dont il avait l'habitude de sécher la vaisselle à côté de moi, faisant semblant que le torchon était une cape, inventant des histoires sur le fait d'être l'homme de la vaisselle, le sauveur de la soirée spaghetti. J'ai souri en me souvenant de cela, mais ensuite, j'ai senti le poids du silence écraser mon sourire. Il l'avait vu, non pas dans le sens où il me connaissait assez bien pour l'imaginer. Il l'avait vu littéralement, physiquement. Et pourtant, personne n'a frappé à la porte. Il n'y a pas eu de confrontation, pas d'excuses, juste des miettes de pain. J'ai tourné dans la maison pendant des heures après ça. J'ai vérifié le grenier, le sous-sol, tous les placards. Rien. Aucun signe d'effraction. Aucune poussière déplacée. Aucune empreinte dans le jardin. Juste moi, de plus en plus incertaine de savoir s'il s'agissait d'une obsession, d'un avertissement ou d'un acte d'amour tordu. En début d'après-midi, je suis retournée à la cabane. Je n'ai rien emporté avec moi, ni sac, ni téléphone, ni même les clés. J'y suis allée en voiture comme si quelque chose me poussait dans la poitrine. Il faisait plus froid ce jour-là,
et le vent avait commencé à dépouiller les arbres. Les feuilles glissaient sur le gravier pendant que je me garais. Leurs bords cassants chuchotaient des secrets que je ne voulais pas entendre. À l'intérieur, tout était comme je l'avais laissé, mais il y avait quelque chose sur le lit. Un sweatshirt. Son sweatshirt. Il était bleu marine avec les poignets effilochés et sentait légèrement, lui, le sel, le pain et une légère trace de l'eau de Cologne que j'avais cachée dans sa chaussette de Noël. Je l'ai pris lentement, comme s'il allait disparaître. Sur l'oreiller en dessous, il y avait un morceau de papier plié. Celui-ci était plus long, plus négligent, comme s'il avait été écrit rapidement sous pression. Je ne voulais pas te laisser. J'ai dû le faire. Je croyais que je te protégeais. Je croyais que si je m'éloignais, tu serais en sécurité. Mais je ne peux pas arrêter de te regarder. Je voulais juste voir si tu souriais encore. Tu ne le fais pas, je l'ai lu 2 fois. Puis encore, et à la 3e fois, j'ai remarqué quelque chose griffonné dans le coin avec une écriture encore plus désordonnée. Tu te souviens du motel, chambre 6 ? Mes mains ont commencé à trembler. Le motel ne pouvait être qu'un seul, le petit établissement le long de la route d'X7, avec l'enseigne au néon tordu, qui ne fonctionnait pas depuis 1998. Nous avions l'habitude de rester là quand nous avions besoin de nous échapper, quand nous étions à court d'argent, mais que nous voulions passer une nuit sans facture, sans lessive, et sans le poids du monde sur nos épaules. La chambre 6. Une fois, nous avons gravé nos initiales dans le cadre du lit. Il avait apporté une bouteille de vin qu'il ne pouvait pas se permettre. Et l'appelait notre suite privée de lune de miel. Je n'avais pas pensé à cet endroit depuis des années. Je ne voulais pas le faire, mais maintenant il m'appelait. Il m'appelait, et je ne savais pas s'il m'invitait à me souvenir ou à découvrir quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. La route vers le motel n'avait pas changé. Les arbres continuaient de s'incliner trop, comme s'ils savaient quelque chose. Et la chambre 6. Bien sûr, la chambre 6. Je me suis garée 3 places plus loin et j'ai éteint le moteur. Je ne suis pas sortie immédiatement. Je suis restée assise, agrippée au volant, comme si cela allait m'empêcher de m'effondrer. Qu'est-ce que je faisais ? Conduire jusqu'à un endroit où personne ne savait que j'allais, suivant les mots d'un homme qui avait disparu dans le néant et qui revenait maintenant comme un fantôme qui ne frappait pas à la porte ? J'aurais dû le dire à Carole. J'aurais dû emporter quelque chose, du gaz poivré, un ami, un plan. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis venue seule et une partie de moi savait pourquoi. Parce que j'avais besoin de savoir, même si la réponse me détruisait. Le bureau était fermé. Je ne me suis pas donné la peine d'appeler. L'endroit semblait abandonné, comme si personne n'avait été derrière le bureau depuis des mois, peut-être des années. Mais quand j'ai marché le long de la rangée de portes et que je me suis arrêtée à la chambre 6, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. La porte était ouverte. Pas complètement, juste un peu. Assez pour dire « on t'attend ». Je suis restée debout, là pendant longtemps, écoutant, observant. Rien ne bougeait, rien ne craquait. Juste le vent frottait les feuilles mortes contre le ciment comme un avertissement. J'ai poussé la porte avec le côté de ma main. La chambre sentait pareil. Moisi, air vicié, drap bon marché, mais en dessous de tout ça, il y avait quelque chose de plus intense. Familier. Lui. Le lit était fait, il y avait une seule valise au pied du lit. Fermée mais non verrouillée. La porte de la salle de bain était entr'ouverte et tout était sombre. Il y avait une lampe allumée qui projetait de longues ombres sur le mur, et sur la petite table ronde sous la fenêtre, il y avait une autre enveloppe. Mon nom encore. Claire. J'ai traversé la pièce. Je me suis assise sur la chaise comme si elle allait me mordre, et je l'ai prise. Cette fois, ce n'était pas une note, c'était une photographie. Ce n'était pas la mienne, c'était nous. Je ne me souvenais pas l'avoir prise. Elle était spontanée. Il me regardait, pas à l'appareil photo, et je riais la bouche ouverte et la tête penchée. Ça devait être pendant un de nos séjours ici parce qu'au fond, on pouvait voir les rideaux vert moutarde de la chambre 6 entr'ouverts. Il tenait ma main par-dessus la table. Je portais le pull qu'il m'avait acheté l'année où le chauffage était tombé en panne et où nous nous blottissions dans ce motel en prétendant que c'était romantique au lieu de désespéré. J'ai retourné la photo. Je l'ai gardée avec moi.
Je n'ai jamais arrêté de le faire. J'ai pressé la photo contre ma poitrine, non pas parce que ça aidait, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec mes mains. Ma vue s'est troublée. Alors un bruit derrière moi, des pas lents, délibérés. La porte de la salle de bain s'est ouverte avec un grincement. Je me suis levée le cœur dans un point, prête à crier, prête à me battre, prête à tout sauf à ce qui est venu après. Un garçon est sorti, peut-être 17 ans, grand, mince, avec les yeux très ouverts et incertains. « Claire » a-t-il demandé. Je ne pouvais pas parler. J'ai hoché la tête. « Je suis désolé » a-t-il dit. « Il m'a dit d'attendre jusqu'à ce que tu arrives. Il a dit que tu viendrais. »« Qui es-tu » ai-je réussi à articuler, bien que les mots soient à peine sortis de ma bouche. Il s'est approché, a mis la main dans la poche de sa veste et a sorti une autre enveloppe. Cette fois, elle était plus petite. Il m'a dit de te donner ça et que tu comprendrais quand tu me verrais. Il semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais il s'est retourné et est parti, fermant doucement la porte derrière lui. Je suis restée là tremblante avec l'enveloppe dans la main et la photo toujours sur la table, entourée par un air dense dans lequel flottaient toutes les choses que je ne comprenais pas. J'ai ouvert la note. C'est James. Il est à toi. Je ne pouvais pas te le dire alors. Je pensais que le garder loin te garderait en sécurité. J'ai veillé sur vous deux. Pardonne-moi. Monsieur, la chambre a tourné. Je me suis assise avant que le sol ne m'attrape. Mon mari n'avait pas seulement disparu, il avait emmené notre fils. Je ne sentais pas mes jambes. Au début, non. Elles étaient toujours là. Je pouvais voir mes genoux, mes chaussures, le sol en dessous. Mais elles auraient aussi bien pu appartenir à quelqu'un d'autre. Tout mon intérieur était devenu silencieux. Le genre de silence qui suit une explosion. Celui qui s'installe quand il ne reste rien à brûler. Je me suis assise sur le bord du lit du motel avec la lettre dans les mains et les mots se répétant dans mon esprit comme un disque rayé. « Il est à toi. Je ne pouvais pas te le dire alors. Pardonne-moi. James, mon fils. » Le mot « fils » me semblait trop grand, trop soudain, trop étrange. Il ne rentrait pas dans ma bouche, ni quand je le prononçais à voix haute, ni quand je le pensais à travers l'épais brouillard de l'incrédulité. Comment avais-je pu avoir un fils et ne pas le savoir? Comment Michel avait-il pu me le cacher? Dehors, le monde était calme. Le parking du motel était silencieux. Le ciel s'assombrissait lentement. Je me suis pressé les doigts contre les tempes, essayant de forcer le passé à s'aligner avec cette nouvelle et impossible vérité. Il y a 19 ans, nous essayions. Je m'en souvenais. Je me souvenais de l'espoir dans les yeux de Michel chaque fois que je faisais un test, de la tension qui s'accumulait entre nous quand chacun était négatif. Je me souvenais des visites chez le spécialiste, la paperasserie, l'attente, et puis nous avons arrêté d'en parler. J'ai arrêté de demander. Il a arrêté d'espérer. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous avons simplement incorporé la douleur dans notre routine comme une autre facture que nous ne pouvions pas payer. Il m'avait dit que nous serions suffisants, que notre amour était assez grand pour nous sentir une famille. Mais il m'avait menti. Pas seulement sur le fait de partir, pas seulement sur où il était allé, il m'avait menti sur tout. Je suis revenue à la photographie, notre photographie, celle qui était sur la table. J'ai regardé son visage, son expression, la tendresse gravée dessus, la façon dont il me regardait, comme si j'étais tout son monde. Et je me suis demandé combien de mensonges se cachaient derrière ce regard. La porte a grincé. J'ai sursauté. C'était le garçon encore, James, notre fils. Il était debout dans la porte, avec les mains dans les poches et les épaules voûtées, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir rester. « J'ai oublié mon sac à dos », a-t-il dit doucement. « Je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. » Ma voix ne sonnait pas comme la mienne. Elle sonnait brisée, comme du papier se déchirant par le milieu. Il s'est approché du lit, a pris un sac de voyage que je n'avais pas vu en dessous et a hésité. « Tu as des questions » a-t-il dit. « 1000 ? Aucune que je pouvais poser. Est-ce ce qu'il t'a élevé ?» ai-je finalement réussi à dire. James a hoché la tête. « Pas tout le temps,
J'étais aussi avec d'autres personnes. Il disait que c'était plus sûr comme ça. Plus sûr de quoi? James a détourné le regard. Il ne l'a jamais dit, juste que certaines personnes voulaient quelque chose de lui et que si j'étais trop près de toi, il l'utiliserait. J'ai senti quelque chose se tordre à l'intérieur de moi. Quelque chose de pointu et de laid. Tu savais que j'existais? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Depuis que j'étais petit, il m'a montré des photos, m'a dit que tu étais la personne la plus sûre qu'il connaissait, mais aussi celle qu'il ne pouvait pas protéger, que s'il m'aimait ouvertement, il nous perdrait tous les deux. J'ai avalé le sanglot qui menaçait de sortir. Quel âge as-tu? 17. Ça m'a fait plus mal que tout. 17. J'avais tout raté. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses genoux écorchés, ses anniversaires et ses bulletins scolaires. Je ne savais pas à quoi il ressemblait jusqu'à il y a 1 heure. Et maintenant qu'il était là, en chair et en os, avec mes yeux et la bouche de Michel et la tristesse tranquille d'un enfant qui avait grandi dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Pourquoi maintenant? Ai-je chuchoté. Pourquoi venir à moi maintenant? Il a baissé les yeux vers ses chaussures, parce qu'il est parti. Le silence a été immédiat et étouffant. Il est mort il y a 6 semaines, a dit James. D'une crise cardiaque, il était malade depuis longtemps, mais ne me l'a dit qu'à la fin. Il m'a fait promettre d'attendre, de te donner les lettres, la carte, la photo petit à petit pour que tu ne t'effondres pas. Il a levé les yeux. Je pense qu'il savait que tu l'avais déjà fait. Je me suis couvert la bouche des 2 mains. La douleur m'a envahi rapidement et sans pitié. Pas seulement pour Michel, pas seulement pour l'homme qui était parti et la vérité qu'il avait emportée avec lui, mais pour les années qu'on m'avait volées, pour l'enfant que je n'avais jamais bercé pour dormir, pour la vie qu'il avait vécue en secret à côté de la mienne. Je ne sais pas quoi faire, ai-je chuchoté. Tu n'as rien à faire, a dit James. Je voulais juste que tu le saches. Te voir. Je n'attendais rien de plus, mais il était resté dans la porte, comme s'il espérait que je dise quelque chose de plus. Reste, lui ai-je dit entre les larmes. S'il te plaît, juste un moment. Et il est resté. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Nous sommes restés comme ça dans la pénombre d'une chambre pleine de souvenirs dont je ne faisais pas partie et que je ne pouvais pas partager. J'ai étudié son visage, l'inclinaison de son nez, la façon dont il serrait la mâchoire quand il réfléchissait. Je voyais Michel dans chaque trait, et puis je me voyais moi-même. La façon dont James jouait avec sa manche, comme il regardait la porte, comme s'il pesait toutes les voies d'évasion. J'avais l'habitude de faire ça. J'avais aussi l'habitude de craindre les portes. Après qu'il soit parti, tu n'as pas à rester, lui ai-je dit doucement. Si c'est trop, si tu voulais juste me donner le message. Il m'a regardé. Je ne sais pas où aller d'autre, a-t-il dit. J'ai été avec des étrangers toute ma vie. Tu es la première personne qui m'a regardé comme si je n'étais pas un fardeau. Mes yeux se sont remplis de larmes. Alors reste, lui ai-je chuchoté. Nous trouverons une solution ensemble. Il a hoché la tête, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, j'ai vu quelque chose de doux et d'hésitant derrière ses yeux. L'espoir. Nous sommes sortis du motel en silence. James m'a suivi jusqu'à ma voiture sans rien dire, avec le sac de voyage suspendu à l'épaule, chargé du poids de notre histoire brisée. Quand nous sommes arrivés chez moi, la lumière du Porsche était allumée. Je l'avais laissée avant, comme toujours. Par habitude, par espoir. Il a bougé quand j'ai éteint le moteur et ouvert la porte. « Où sommes-nous » a-t-il demandé. « Chez moi » ai-je répondu. « Chez toi. » Il ne s'est pas déplacé immédiatement. C'est juste resté à regarder comme si c'était un monument ou un endroit dont il avait rêvé une fois et qu'il avait oublié. À l'intérieur, la maison était trop silencieuse. Je n'avais pas allumé le chauffage et le froid nous a accueillis comme un avertissement. J'ai allumé une lampe dans le salon et la lumière chaude a adouci les contours de tout. James est entré comme s'il ne voulait pas laisser d'empreinte. « Tu peux rester dans la chambre d'Amélie en haut, » lui ai-je dit en essayant de paraître normal, comme si j'avais fait ça avant, comme si j'avais accueilli des fils perdus chez moi avant le dîner.
Ce n'est rien de spécial, mais c'est propre. Le lit est déjà fait. Il a hoché la tête en se tenant la sangle du sac de voyage. Puis, après une pause, « Merci ». Je voulais lui demander pourquoi, mais je ne l'avais pas fait. Je lui ai juste montré les escaliers C et me suis retournée, surtout quand il est arrivé sur le palier, pour lui donner de l'intimité, pour me donner de l'espace, pour m'effondrer dans la cuisine. J'ai appuyé mes mains sur le comptoir et je suis restée à regarder l'évier vide. J'ai préparé du thé, non pas parce que je le voulais, mais parce que la douleur est plus facile à supporter dans une tasse chaude. Quand je suis montée avec la deuxième tasse, j'ai frappé doucement à la porte de la chambre d'Annie. James l'a ouverte un peu. Il avait les yeux fatigués. J'ai préparé du thé, ai-je dit. C'est de la camomille, ça m'aide à dormir quand je peux. Il a ouvert la porte complètement et a pris la tasse des deux mains. Merci. Ses yeux se sont déplacés vers le couloir, puis sont revenus vers moi. Est-ce que je peux te demander quelque chose ? J'ai hoché la tête. As-tu jamais arrêté de l'attendre ? Je n'ai pas menti. Non, ai-je dit. En fait, non. Il a hoché la tête comme si ça avait du sens, comme si une petite partie de lui avait toujours espéré que je dirais ça. Il a commencé à fermer la porte, mais a alors hésité. Il voulait que je te donne quelque chose, mais pas jusqu'à ce que tu sois prête. Je ne sais pas si je serai jamais prête, ai-je dit. Il n'a pas souri, mais quelque chose s'est adouci dans son visage. Moi non plus. Et alors la porte s'est fait fermer, silencieuse comme un secret. En bas, je me suis assise dans l'obscurité avec les mains enroulées autour de la tasse, écoutant comme la maison se tassait avec quelqu'un de nouveau entre ses murs. Pour la première fois en 19 ans, je n'étais pas complètement seule, mais je ne me sentais toujours pas complète. Je me suis allongée dans le lit en regardant le plafond, pensant aux choses que j'avais toujours dit que je ferais si Michel revenait. Les mots que j'exigerais, la colère que je déchaînerais, l'amour que j'avalerais difficilement et que je prétendrais ne pas ressentir. Mais il ne reviendrait pas. Il était déjà venu et reparti, et à sa place, il m'avait laissé avec un enfant qui avait mes yeux et aucun de mes souvenirs, un enfant qui ne m'appelait encore d'aucune façon parce qu'il ne savait pas comment faire. À 3h44 du matin, je me suis levée et j'ai marché vers le couloir, pieds nus, en faisant attention de ne pas faire de bruit. La porte de la chambre d'Annie était entr'ouverte. Je pouvais voir le halo chaud de la lampe de chevet brillant faiblement sur le sol. Il ne l'avait pas éteinte. Peut-être qu'il n'avait pas dormi non plus. Je n'ai pas frappé à la porte. Je suis descendue les escaliers et je suis restée dans la cuisine, debout. Mes mains reposaient sur le comptoir comme si elles me soutenaient. La carte était toujours dans la boîte en fer blanc dans le tiroir. La photo, les notes, la vérité qui déchiffrait ma vie. Toutes reposaient silencieusement à quelques mètres de moi. Je ne suis pas allée les chercher. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre qui était au-dessus de l'évier. Je m'attendais à voir mon reflet, juste une femme pâle et fatiguée avec trop de douleur cachée dans ses yeux. Mais au lieu de cela, j'ai vu autre chose, une autre enveloppe. Elle était collée avec du ruban adhésif sur la vitre de la fenêtre, tordue, pressée contre le verre, comme si elle était là depuis des heures. Je n'ai pas respiré. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai ouvert la porte, je suis sortie dans le froid et je l'ai détachée avec mes doigts gelés. Gelés. Claire, l'écriture était la sienne. Encore. La façon dont le C se courbait comme une vague, la façon dont le R minuscule se penchait trop vers l'avant, comme s'il essayait d'échapper au reste du mot. À l'intérieur, il y avait une seule ligne. Je savais que tu le laisserais entrer. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, avec le papier flottant légèrement dans ma main. Il avait été là. Encore. Il continuait d'observer. Pendant un moment, j'ai senti que l'air changeait, comme si quelque chose d'invisible s'était déplacé hors de ma portée, comme s'il était encore quelque part près, au-delà des arbres, juste de l'autre côté de la nuit. Je me suis tournée lentement, j'ai scruté la rue, la forêt, les coins du porche. Rien. Juste le silence de la fin de l'automne et le sifflement du vent dans les feuilles mourantes. Je suis rentrée. J'ai fermé la porte et j'ai tiré le verrou 2 fois. De retour dans la cuisine, j'ai relu la note jusqu'à ce que les mots se brouillent.
Puis je me suis assise à la table, la même où il se penchait pour me donner un baiser de bonjour, et je suis restée à regarder l'horloge jusqu'à ce que l'aube déchire le ciel comme une excuse. James était déjà réveillé quand j'ai frappé à sa porte plus tard ce matin-là. Il a ouvert, habillé, avec les yeux alertes mais prudents. « Est-ce que je peux te montrer quelque chose ?» lui ai-je demandé. Il m'a suivi sans rien dire. Dans la cuisine, je lui ai tendu la note. Il l'a lue lentement, avec une expression indéchiffrable. « Est-ce qu'il a écrit ça ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a étudié l'écriture comme si c'était une langue dont il se souvenait à moitié. Il avait l'habitude de m'écrire des lettres quand il était parti, a dit James. Même quand nous étions ensemble. Il disait qu'écrire l'aidait à dire les choses qu'il avait peur de dire. Ça lui ressemble bien, ai-je murmuré. Il m'a regardé en silence pendant longtemps, puis a dit « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Mon souffle s'est coupé. Il n'est pas parti seulement à cause de la menace, a continué James. À la fin, il m'a dit qu'il y avait autre chose, qu'il avait fait du mal à quelqu'un, que quelqu'un voulait se venger. J'ai senti comme si le sol s'inclinait sous mes pieds. « Qui ?» ai-je chuchoté. Il a secoué la tête. Il ne l'a pas dit, juste qu'il avait fait quelque chose il y a des années, avant de te rencontrer. Quelque chose qu'il regrettait chaque jour et qu'il avait finalement rattrapé. Je me suis agrippée au dossier de la chaise pour garder l'équilibre. « Tu penses que c'est eux qui laissent les notes ?» Il n'a pas répondu. « C'est lui. » Mais peut-être que c'est sa façon d'essayer de nous séparer. Encore maintenant, même maintenant. Je me suis effondrée sur la chaise avec les mains tremblantes. L'homme que j'avais aimé, l'homme qui avait élevé notre fils, l'homme qui avait disparu pendant presque 2 décennies était toujours ici. Mais l'homme dont je me souvenais n'avait peut-être jamais existé. Et la vie que je croyais connaître continuait de se défaire fil par fil. Plus tard, ce même après-midi, je suis montée au grenier. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à fouiller dans les malles. Peut-être l'instinct, peut-être quelque chose de plus. Dans la 3e, je l'ai trouvée. Une enveloppe bleue non scellée. Là, attendant. À l'intérieur, il y avait une lettre. Son écriture incontestable. Claire, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai échoué. Pas en disparaissant, j'ai toujours su que je devrais le faire. Je veux dire en te protégeant de ce qui est venu après. J'ai serré la feuille fort. Il y a des choses que tu n'as jamais sues. Je te les ai cachées, non par cruauté mais par lâcheté. Avant toi, j'ai vécu une vie différente, plus sombre. J'ai fait des erreurs, j'ai fait du mal à des gens. L'un d'eux m'a trouvé la semaine avant ton anniversaire. Ils t'ont menacé de révéler ce que j'avais fait. Pas seulement à toi, mais au monde entier. Je me suis assise et les mots ont commencé à se brouiller. Alors j'ai fui, pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je t'aimais trop pour te laisser voir qui j'étais vraiment. Je pensais que je pouvais échapper, que le temps effacerait tout, mais ça m'a poursuivi, nous a poursuivis, et je ne pouvais pas risquer que ça te touche. Il y en avait plus. J'ai élevé James du mieux que j'ai pu. Je lui ai parlé de toi, de comment tes yeux s'adoucissaient quand tu lisais au lit, de comment tu dansais quand tu nettoyais la cuisine, de comment, une fois, tu as chanté « Dream a little dream » à un chien errant jusqu'à ce qu'il arrête de trembler. Il te connaît mieux que tu ne le penses. Tu es déjà en lui. Et puis à la fin, je n'ai jamais cessé de t'aimer, je n'ai jamais cessé de t'observer, je n'ai jamais cessé de souhaiter pouvoir revenir. Mais les gens comme moi ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent que partir en silence. Pardonne-moi. J'ai plié la lettre lentement, avec révérence. Je n'ai pas pleuré. Il y avait maintenant quelque chose au-delà des larmes, quelque chose de plus lourd. En bas, j'ai trouvé James en train de lire sur le canapé. Il a levé les yeux quand je suis entrée. J'ai trouvé une lettre, lui ai-je dit. Dans le grenier. Il n'a pas demandé ce qu'elle disait, il a juste hoché la tête. Je me suis assise à côté de lui et je la lui ai tendue. Il l'a lue en silence. Quand il a terminé, il a fermé les yeux et a appuyé sa tête contre le canapé. Il ne m'a jamais dit pourquoi il était parti, a dit James. Pas toute la vérité, juste des fragments. Je ne voulais pas que tu portes Sam.
ai-je dit, mais peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte que ça te pèserait. Il a hoché la tête, puis a dit doucement « J'ai rêvé de toi depuis que j'étais enfant. » Ça m'a prise au dépourvu. Je ne savais pas comment tu étais, mais je rêvais toujours la même chose. Tu étais dans une cuisine jaune, tu fredonnais, et je me sentais en sécurité. J'ai regardé ce garçon qui était venu de l'amour et de la perte et de secrets trop sombres pour être racontés. Et j'ai pris sa main. J'avais l'habitude de rêver de toi aussi, lui ai-je dit. Et je ne mentais pas, je ne savais juste pas que c'était lui que j'attendais. Nous sommes restés comme ça sur le canapé pendant longtemps, moi tenant la main de James, nous deux faisant semblant que nos mains ne tremblaient pas. Pas seulement la sienne, mais aussi la mienne. Le silence entre nous avait changé. Ce n'était plus vide, ce n'était pas le silence vaste et douloureux de deux étrangers. Il était chargé de quelque chose de nouveau. Pas exactement du confort, mais de la reconnaissance. Un début tranquille. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner. Pas parce que j'avais faim, mais parce que je ne savais pas d'autre façon de dire « Je te vois, je te souhaite la bienvenue, je te veux ici. » Même si je ne sais pas encore ce que ça signifie. J'ai rôti le poulet comme Michel l'aimait, farci au citron et au romarin. James a épluché les pommes de terre sans que je le lui demande, comme s'il l'avait fait 1000 fois, et peut-être qu'il l'avait fait. Après le dîner, je lui ai montré les albums photos, ce que je n'avais pas ouvert depuis que Michel était parti. Il s'est assis les jambes croisées sur le tapis, les épaules voûtées vers l'avant, tournant les pages comme si c'étaient des cartes, d'un endroit qu'il ne pouvait pas croire qui existait. Il y avait des photos de moi bébé en salopette, des photos du bal de fin d'études du lycée, des instantanés flous de vacances qui ne se sont jamais passés comme prévu. Ça, c'était notre lune de miel, ai-je dit en montrant une photo de Michel et moi sur un bateau de pêche loué, tous les deux brûlés par le soleil et avec un sourire trop large. Le lendemain, nous avons eu une intoxication alimentaire. Nous avons passé toute la nuit à nous relayer dans la salle de bain. James a ri. Il a vraiment ri. Le son nous a surpris tous les deux. « Vous aviez l'air heureux, a-t-il dit. « Nous l'étions, ai-je répondu, avant que la vie complique tout. » Il a tourné une autre page. Puis il s'est arrêté. Il y avait une photo de moi tenant une grenouillère bleu pâle. Je paraissais plus jeune, mais pas beaucoup, pleine d'espoir, nerveuse. C'était quand je pensais être enceinte, ai-je dit. Il s'est avéré que je ne l'étais pas, mais Michel a pris la photo quand même. Il a dit qu'un jour, nous la regarderions et nous ririons. James m'a regardé. « Vous l'avez fait ? » ?»« Non, » ai-je dit doucement. Jusqu'à maintenant, il a fermé l'album. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a dit « Il y a encore quelque chose que je dois te dire. » Je me suis préparée. Je n'étais pas avec lui tout le temps, ai-je hoché la tête lentement, le laissant continuer. Il y a eu quelques années où il m'a laissé avec une femme. Il disait qu'il devait s'occuper de quelque chose. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Elle n'était pas méchante, mais elle n'était pas toi. Elle ne m'a jamais regardée comme si j'étais à elle. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. À elle. Est-ce revenu te chercher ? Il a hoché la tête. Il revenait toujours, mais il ne restait jamais longtemps pas. Il disait que c'était dangereux, que les gens le cherchaient toujours. Il disait que moins j'en savais, plus tu serais en sécurité. Et maintenant ? Ai-je demandé. Y a-t-il encore quelqu'un qui le cherche ? Il a hésité. Je ne sais pas, mais quelque chose dans son visage disait que oui, il ne voulait pas m'inquiéter. Il ne voulait pas porter ça seul non plus. Et je n'ai pas insisté. Pas alors. Plus tard cette nuit-là, après qu'il soit monté, je me suis retrouvée à nouveau dans l'armoire de Michel. Je ne l'avais pas touché depuis la nuit où j'avais trouvé la photo sur le porche. Ses chemises étaient toujours là, ses bottes, l'eau de Cologne que je lui avais offerte l'année avant qu'il parte, à moitié utilisée seulement. Alors j'ai réalisé que Michel ne nous avait pas seulement laissé des lettres, des photos et des souvenirs, il nous avait laissé une piste. Et nous n'avions parcouru que la moitié du chemin pour la suivre, parce que la vérité finale, celle qu'il n'avait pas osé dire, attendait toujours quelque part. Le matin suivant, James était parti. Pas pour toujours.
Il était juste sorti. Il avait laissé une note sur le comptoir de la cuisine, écrite d'une écriture soignée et en bloc. « Je suis sorti me promener. J'avais besoin d'air. Je reviendrai. » La façon dont il avait signé m'a fait mal au cœur, juste une initiale, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir encore utiliser son nom complet, comme s'il pensait encore qu'il pourrait disparaître et ne voulait pas prendre trop de place. J'ai préparé du café et je l'ai emporté dehors, laissant le vent froid du matin me fouetter le menton. Le ciel avait la couleur des choses non dites, chargé de nuages qui n'arrivaient pas à pleurer. Je me suis enveloppée davantage dans mon pull et me suis assise sur la balançoire du porche où j'avais l'habitude de lire quand je ne pouvais pas dormir. Elle a grincé comme toujours, réconfortante, familière, mais le monde ne me semblait plus familier. Pas depuis les lettres, pas depuis la photo au motel, pas depuis James. Je pensais à cette nuit dans le grenier, à la lettre de Michel, à la demi-confession, à l'admission d'un passé plus sombre qu'il n'avait pas encore été capable de nommer. Il a dit qu'il me protégeait. Mais de qui ou de quoi? Et si ces gens avaient voulu me faire du mal, alors ils étaient toujours là dehors. Je ne voulais pas le croire. Je voulais penser que nous étions en sécurité, que Michel avait déjà payé le prix. Mais au plus profond de moi, là où la peur réside avant d'avoir un nom, je savais que nous n'en avions pas fini. Pas encore. L'air a bougé et j'ai regardé vers la rue. James revenait, les mains dans les poches de son manteau et la tête baissée, le vent soulevant ses cheveux. À ce moment-là, il paraissait plus âgé que 17 ans, plus âgé que n'importe quel garçon devrait l'être. Quand il m'a vu, il a hoché la tête. Il n'a pas souri, mais c'était quelque chose qui s'en rapprochait. « J'avais trouvé quelque chose », a-t-il dit après une longue pause. « Au motel. » Je ne te l'ai pas dit parce que je n'étais pas sûre que ça signifie quelque chose. Il a mis la main dans la poche de son manteau et a sorti un morceau de papier. Plus petit que les enveloppes, plié avec force. Il me l'a tendu sans le déplier. J'ai lissé les plis et j'ai lu les mots griffonnés à l'encre irrégulière. Si tu veux le reste, va où tout a commencé. La porte rouge. C'était tout. Sans signature, sans date, sans explication. La porte rouge, ai-je chuchoté. James a hoché la tête. Je croyais qu'il faisait référence à la cabane, l'ancienne. Il faisait référence à l'endroit près du lac, celui que Michel et moi avions acheté avant que tout se brise. Celui que nous n'avions pas foulé ensemble depuis l'été précédent sa disparition. Il y avait une porte rouge brillante, écaillée et résistante au froid. Michel l'avait peinte lui-même, riant pendant qu'il tâchait de ses jeans d'éclaboussure. De peinture, il l'avait appelé bon présage. Je me suis levée et j'ai pris les clés. James m'a suivi. Nous n'avons pas dit que nous allions y aller, nous le savions simplement. Le trajet jusqu'à la cabane a duré 40 minutes. Nous n'avons pas parlé pendant tout le chemin. Je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. J'avais peur que si je disais quelque chose, le poids de ce que nous étions sur le point de trouver devienne trop réel pour être supporté. Les arbres se sont ouverts comme toujours, et là elle était, cachée parmi les pins et les souvenirs. Le même chemin étroit de gravier. Le même porche tordu, la même porte rouge, maintenant décolorée avec plus de rouille que de peinture. Je n'étais pas venue ici depuis presque 20 ans, mais rien n'avait changé. Ni le vent dans les branches, ni le craquement des planches sous mes pieds en montant sur le porche. James était à côté de moi pendant que j'ouvrais la porte. Ma main tremblait en tenant la clé, non pas à cause du froid, mais parce que je savais que ce n'était pas seulement une porte, c'était le début de quelque chose, ou la fin. À l'intérieur, la poussière flottait dans l'air comme si le passé ne s'était pas encore installé. Les meubles étaient couverts de draps. L'air était vicié par le manque d'usage. Le silence nous a complètement enveloppés. Nous avons traversé le salon, la cuisine et le petit couloir qui menait à la chambre. L'endroit semblait intact, abandonné mais pas vide, comme si quelqu'un avait eu l'intention de revenir et ne l'avait jamais fait. Alors James s'est arrêté. Là, a-t-il dit en montrant les planches du sol sous le vieux bureau. Un coin était légèrement soulevé, tordu. Je me suis agenouillée, le cœur battant fort, et je l'ai soulevé. Sous la planche, enveloppée dans une bande de toile cirée, il y avait une boîte. À l'intérieur, il y avait des photographies, des lettres,
Une clé et un nom que je ne reconnaissais pas. Mais James, oui. Il l'a dit comme si c'était un secret. C'est la femme avec qui je suis restée. Et en dessous, écrite de l'écriture de Michel, il y avait 3 mots qui m'ont glacé le sang. S'il te trouve, fuis. Je me suis assise sur mes talons, avec la boîte encore ouverte sur mes genoux, et j'ai senti quelque chose d'ancien et de lourd s'installer dans ma poitrine. Les mots étaient à peine lisibles, flous sur les bords, écrites à la hâte au bas d'une photographie, comme une note ajoutée à la dernière minute. S'il te trouve, fuis. Ils n'étaient même pas destinés à être lus tranquillement. Ils n'étaient pas destinés à faire partie d'un mystère familial tranquille qui se déroulerait en prenant un café et en partageant des souvenirs. C'était un avertissement. Le dernier, James, s'est accroupi à côté de moi. Il n'a pas posé de questions, au moins pas immédiatement. Il s'est contenté de regarder les lettres de la boîte comme s'il les avait vues, avant dans un rêve qu'il n'arrivait pas tout à fait à se rappeler. Je lui ai tendu la photographie avec le nom de la femme écrit au verso. Il l'a retournée lentement. « C'est elle, a-t-il dit. Elle s'appelait Marlène, mais je n'ai jamais su son nom de famille. Elle a dit qu'elle lui devait quelque chose, qu'elle me garderait en sécurité. » Mon estomac s'est retourné. « Elle l'a fait ?» Il a hoché la tête. À sa façon. Je suis retournée regarder dans la boîte. Les lettres étaient jaunies, pliées en carrés parfaits avec les bords cassants, comme si on les avait lues trop de fois ou pas du tout. J'en avais pris une au hasard et je l'ai ouverte avec précaution, sentant le papier frémir sous mes doigts. C'était l'écriture de Michel, cette fois plus délibérée, plus ordonnée. Le ton était différent. « Marlène, si quelque chose m'arrive, ne dites rien à James. Pas encore. Pas jusqu'à ce que Claire le trouve. Elle viendra. Elle le fait toujours. Si quelqu'un vient poser des questions sur les comptes ou sur le nom de Martinez, détruit tout. Et si c'est lui, que Dieu nous aide tous les deux. » J'ai relu les mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'avoir du sens. Comte. Martinez. Lui. Les mots semblaient être des pièces d'un puzzle d'une boîte que quelqu'un avait brûlée à moitié. J'ai regardé James. Est-ce que Cui a jamais mentionné un homme, quelqu'un en particulier qu'il craignait? James a secoué la tête, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, l'éclat dans ses yeux. Il cachait quelque chose, ou peut-être essayait-il juste de me protéger de quelque chose, à quoi j'étais déjà trop proche. « Il y en a plus, » a-t-il dit doucement. Il avait l'habitude d'avoir des cauchemars, presque toutes les nuits. Il disait des choses pendant qu'il dormait. Parfois un nom. Quel nom? Il a hésité. Roman. Le mot sonnait mal dans l'air. Pointu, définitif, comme le claquement d'une allumette. Il pensait que c'était juste un rêve, a ajouté James d'une voix faible. Mais une fois, il m'a dit que Roman était la raison pour laquelle nous n'avions pas de maison. J'ai plié la lettre et je l'ai remise soigneusement dans la boîte. Puis j'ai pris la clé. Elle était petite, vieille, avec une étiquette métallique rouillée. Je l'ai retournée. Elle n'avait pas de numéro ni de nom, juste un symbole. Un croissant de lune gravé superficiellement sur la surface. Je ne l'ai pas reconnu, pas au début, mais il y avait quelque chose dedans qui m'attirait. Je me suis levée lentement, le bois craquant sous mes pieds, et j'ai regardé autour de la cabane comme si j'attendais que Roman, qui qu'il soit, sorte des ombres. Mais tout ce qui me regardait, c'était le temps. Je pensais à la dernière fois que j'avais été dans cette pièce. Michel avait allumé la cheminée. Il buvait du vin bon marché et me racontait des histoires de son enfance que je me demande maintenant si elles étaient vraies. Je me souviens de se m'être endormie sur ce canapé avec son cœur battant contre mon dos et me sentir en sécurité. Oh, stupide! Je pense qu'il essayait de finir quelque chose, ai-je dit. Quoi que ce soit, ça le poursuivait. Et maintenant, ça nous a trouvés. James m'a regardé avec quelque chose qui n'était pas de la peur. Pas exactement, quelque chose de plus profond. Une reconnaissance. Il l'a déjà fait, a-t-il dit. La semaine dernière, j'ai vu une voiture garée devant le motel. 2 nuits d'affilée, la même voiture avec les lumières éteintes. Juste en train d'observer. Je pensais que c'était une coïncidence,
mais maintenant. Il s'est tu. Nous n'étions plus seulement en train de démêler le passé, nous entrions dans quelque chose qui bougeait encore, qui était encore vivant. Je dois découvrir qui est Roman, ai-je dit, ce qu'il voulait de Michel, et ce que Michel a fait pour que ça vaille la peine de mourir pour le garder secret. James a remis la main dans la boîte et a sorti une photo que je n'avais pas encore vue. Celle-ci était différente. Ce n'était pas nous, ce n'était pas de la cabane ni du motel. C'était un homme d'environ 40 ans et quelques, cheveux gris aux tempes, debout à côté d'une voiture avec le pare-brise cassé et la plaque d'immatriculation sur le point de tomber. Au dos, avec l'écriture familière de Michel, il n'y avait que 2 mots. Il sait. James m'a regardé. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis restée à regarder la photo, la clé, l'avertissement gravé dans chaque lettre, chaque pause et chaque silence que mon mari avait laissé derrière lui. On finit ce qu'il a commencé, ai-je dit, et je n'étais pas sûre si ça signifiait trouver la paix ou brûler tout ce qu'on croyait savoir. Nous sommes sortis de la cabane juste avant la tombée de la nuit. James portait la boîte. Je conduisais en silence, les doigts serrés autour du volant et les yeux fixés sur le rétroviseur toutes les quelques secondes, même si je savais qu'il n'y avait personne derrière nous. Au moins pas encore. La photo de l'homme, Roman, était entre nous sur la console. Je ne pouvais pas arrêter de la regarder. Son visage était comme une image statique, difficile à regarder longtemps, non pas parce qu'il m'était inconnu, mais parce qu'il m'était trop familier, comme si je l'avais vu avant, peut-être une fois dans une foule ou en arrière-plan d'un rêve que j'avais oublié trop vite. Mais il y avait autre chose, quelque chose dans la façon dont il se tenait à côté de la voiture. Les bras croisés et un sourire moqueur, comme s'il savait qu'on ne l'observait pas mais que ça ne l'intéressait pas si c'était le cas. Je suis entrée dans l'allée et j'ai éteint la voiture, attendant que le moteur cesse de faire du bruit avant de bouger. James n'a rien dit pendant que nous entrions dans la maison. Il a laissé la boîte sur la table de la cuisine comme si c'était une relique de la scène d'un crime, quelque chose que nous avions trouvé enterré sous le poids de tout ce que Michel n'avait jamais dit. La pièce semblait différente maintenant, comme si les murs avaient écouté tout ce temps, attendant que la vérité arrive finalement à la maison. Cette nuit-là, nous n'avons pas rouvert la boîte. Ce n'était pas nécessaire. Nous savions tous les deux que l'histoire n'était pas dedans. Plus maintenant, elle était là dehors, encore en train de se développer, encore inachevée. Plus tard, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture et une tasse de thé que j'ai oublié de boire. La photo de Roman était cachée sur mes genoux, et je n'arrêtais pas de la retourner comme si l'arrière pouvait révéler quelque chose de plus si je la regardais avec assez d'attention. Il sait. C'est quoi ? C'est qui ? Je commençais à comprendre quelque chose sur Michel que je n'avais pas compris avant. Il n'avait pas disparu. Il avait choisi l'exil. Un exil délibéré et brutal. Pas parce qu'il ne m'aimait pas, mais parce qu'il m'aimait et croyait que l'amour était la chose la plus dangereuse qui soit parce que ça te rend visible, vulnérable, et il voulait nous garder invisibles, protégés, même si ça signifiait qu'on ne se reverrait jamais. Mais ça n'a pas marché. Pas complètement. Un amour comme ça ne disparaît pas simplement. Il laisse des traces sur tout. Vers minuit, James est descendu les escaliers. Il s'est assis sur la dernière marche sans rien dire, juste en me regardant. Je ne savais pas s'il cherchait la permission de parler ou s'il essayait de trouver les mots justes. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Au bout d'un moment, il s'est levé et est entré dans la cuisine. J'ai entendu le bruit du robinet, le tintement d'un verre, puis des pas qui s'approchaient. Il m'a tendu le verre et s'est assis à côté de moi près de la fenêtre. « On ne peut pas rester ici », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. « Non, on ne peut pas. Tu sais où est la clé ? » ?»« Non, mais je pense que je sais qui peut le savoir. » Il m'a regardé en levant les sourcils. « Qui, Carole ?» ai-je répondu. Elle savait des choses. Elle était amie avec Michel avant d'être la mienne, avant même qu'on soit un couple. Elle avait l'habitude de plaisanter avec eux, de leur dire qu'elle croyait qu'ils cachaient quelque chose. Et une fois, juste une fois, elle n'a pas ri. « Tu penses qu'elle est impliquée ? » ?»« Pas impliquée, » ai-je répondu. « Mais je pense qu'elle connaît des parties de l'histoire. Les parties que Michel ne pouvait pas me dire, peut-être celles qu'il n'osait pas.
Il n'a pas répondu, mais son silence était comme un oui. Je me suis levée et je suis allée au tiroir, où je gardais de vieux carnets d'adresses et des numéros poussiéreux que je n'avais jamais osé jeter. J'ai trouvé le sien, le dernier qu'elle m'avait donné il y a des années, quand elle avait changé de téléphone, et m'avait dit au cas où tu aurais besoin de moi. Si tu as vraiment besoin de moi. Je n'avais pas eu besoin d'elle pendant des années, mais maintenant j'ai appelé. Une sonnerie, 2. À la 3e, elle a répondu. « Claire », a-t-elle dit d'une voix chaude, encore endormie et surprise. « Je rêvais de toi. »« Carole », ai-je dit en retenant à peine l'émotion. « J'ai besoin de te parler de Michel. » D'avant. Il y a eu une pause, puis sa voix a changé. Elle s'est tendue. « Viens ici maintenant et apporte la boîte. » Elle a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. Je suis restée là avec le téléphone encore à la main, le silence résonnant plus fort que sa voix. James m'a regardé. « Elle va t'aider ? Je ne sais pas, ai-je répondu. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est tendu à nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de pire. Cette sensation qu'on a juste sous la peau, celle qui vous dit que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de retour en arrière. La rue était plus sombre que je m'en souvenais. La maison de Carole était au bout d'une tranquille rue, sans issue, bordée d'arbres qui semblaient se pencher pour écouter. Je n'y étais pas allée depuis des années, pas depuis que Michel avait disparu. Elle avait l'habitude de m'inviter à boire du vin et regarder de vieux films sur son canapé fleuri, qui sentait toujours la lavande et quelque chose de chaud qui sortait du four. Elle avait l'habitude de faire partie de ma vie, de la façon dont seul quelqu'un qui a tout vu depuis le début jusqu'à ce que tout s'effondre peut l'être. Mais cette nuit-là, la lumière du porche était éteinte. Je me suis garée dans l'allée. James s'est assise à côté de moi en tenant la boîte comme si elle était fragile. Peut-être qu'elle l'était. Peut-être que nous l'étions tous. « Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance ?» a-t-il demandé sans accuser, juste avec prudence. « Je ne suis plus sûre de rien, » ai-je répondu. Mais je sais qu'elle l'aimait. Pas comme moi, mais assez pour ne pas lui tourner le dos quand les choses ont mal tourné. Il n'a pas répondu, mais il m'a suivi quand même. Nous avons monté les marches lentement. J'ai frappé une fois. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Carole semblait plus âgée, plus mince. Ses cheveux argentés, toujours coiffés avec soin, lui tombaient librement autour du visage. Mais ses yeux, les mêmes yeux perçants qui avaient une fois regardé fixement un conseil scolaire en colère en mon nom, étaient alertes. « Calculateur, tu l'as apporté ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Entrez vite !» Nous sommes entrés et elle a fermé la porte derrière nous, non par paranoïa, mais par mémoire musculaire. Elle nous a menés au salon. Le même canapé fleuri, les mêmes photos encadrées, sauf que maintenant, il y avait un coffre fermé à clé sur la table basse et une bouteille de whisky à moitié vide à côté. Elle nous a fait signe de nous asseoir sur le canapé. James et moi nous sommes laissés tomber sur les coussins. Carole est restée debout, les bras croisés et le regard fixé sur nous. « Tu es son garçon », a-t-elle dit à James. « Maintenant je le vois. » Il n'a rien dit. « Tu lui ressembles, mais tu es plus calme », a-t-elle continué. Michel était toujours bruyant, même quand il ne disait rien, comme si la vérité frappait à l'intérieur de lui, cherchant une sortie. James a baissé les yeux vers la boîte qu'il avait sur les genoux. Il a dit que tu lui devais quelque chose. Carole a laissé échapper un rire sans humour. Nous nous devions l'un à l'autre. C'était comme ça avant. Elle s'est approchée du coffre, s'est agenouillée à côté, et a sorti une clé de la chaîne qu'elle portait autour du cou. Quand elle l'a ouvert, je m'attendais à trouver des armes, des documents, des preuves. Ce que j'ai vu était pire. Des photographies, des coupures de journaux, des cassettes audio et des dossiers, des dizaines d'entre eux, des noms, des dates, des adresses, tout organisé, tout codé avec l'écriture incontestable de Michel. Carole a sorti un dossier et me l'a tendu. À l'intérieur, il y avait une photo du même homme que James et moi avions vu dans la boîte de Michel. Romain. En dessous de sa photo, Romain Dubois, agent fédéral,
un formateur devenu contractant. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Carole s'est assise lourdement dans le fauteuil en face de nous et s'est servi un verre. « Ton mari ne fuyait pas seulement la culpabilité, a-t-elle dit. Il fuyait l'histoire. » Elle a fait une pause. Avant de te rencontrer, avant la maison, le travail et les crêpes du dimanche, Michel travaillait pour quelque chose appelé le programme Moisson Noire. Travail de renseignement sous couverture. Ils l'ont recruté jeune. Il était bon dans ce qu'il faisait. Trop bon. J'ai baissé les yeux vers la photo de Romain. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? C'était le partenaire de Michel, a dit Carole, et avec le temps, son ennemi. La pièce s'est devenue silencieuse. Michel voulait sortir, a-t-elle continué. Roman prospérait dans le chaos. Quand Michel a essayé de le dénoncer, Roman lui a tendu un piège et a utilisé son nom dans une opération de blanchiment d'argent. Il s'est assuré que tout pointait vers lui. Michel a fui. C'était le marché, disparaître ou mourir. Et James ? Ai-je demandé. Carole a regardé le garçon qui était à côté de moi, puis m'a regardé à nouveau. Michel ne savait rien de James quand il est parti. Au début, non. Il l'a découvert plus tard. À travers moi. J'ai cligné des yeux. Tu le lui as dit ? Carole a hoché la tête. Tu m'as appelé en pleurant une nuit, tu te souviens ? Tu pensais que tu pouvais être enceinte. Tu avais peur. Je t'ai dit de faire un test. Tu l'as fait, c'était positif. Mais ensuite, tu l'as perdu. C'était très tôt, ou c'est ce que tu pensais. Je suis restée paralysée. Qu'est-ce que j'ai eu une fausse couche ? A-t-elle dit avec délicatesse. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que Michel soupçonnait déjà quelque chose. Il a fait un test privé. Il ne te l'a jamais dit, mais quand les résultats sont arrivés, il a pris une décision. Elle a regardé James, trouvé l'enfant, l'élever de la seule façon qu'il croyait possible, loin de toi, loin de Roman. Ma gorge s'est serrée. Il m'a pris mon bébé, ai-je chuchoté. Carole ne l'a pas nié. Il croyait qu'il le sauvait, a-t-elle dit. Et peut-être qu'il le faisait. La voix de James s'est brisée. Alors pourquoi suis-je encore en danger ? Carole a regardé fixement le whisky dans son verre comme si la réponse était là. Parce que Roman n'a pas arrêté de vous surveiller non plus. Elle s'est penchée en avant. Et maintenant, il sait que vous êtes ensemble. James ne s'est pas déplacé. Il est resté assis avec la boîte de Michel en équilibre sur ses genoux, comme si c'était quelque chose de sacré et trop dangereux pour être posé sur le sol. Dehors, le vent s'était levé. Il sifflait dans les coins de la maison de Carole, comme s'il cherchait un moyen d'entrer. Ou peut-être qu'il était déjà entré. Peut-être qu'il avait été là tout le temps, blotti dans les coins de son coffre fermé à clé, et dans l'espace entre tout ce qu'elle avait décidé de ne pas me dire. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je demandé, et la question est sortie plus basse que je ne l'avais voulu. Carole m'a regardé par-dessus le bord de son verre, les yeux fatigués et doux, mais sans ciller. « Parce que je t'aimais, a-t-elle dit. Parce qu'il m'a demandé de ne pas le faire. »« Ce n'est pas suffisant, ai-je craché. J'ai passé 17 ans à pleurer un homme qui m'a caché notre fils. » Elle a hoché la tête comme si elle s'était préparée à ma colère depuis longtemps. « Je le sais, et si je pouvais défaire ça, je le ferais. Mais je pensais que j'honorais ta douleur. Je pensais que c'était tout ce que je pouvais faire. Tu aurais dû me le dire. » Carole n'a pas bronché. J'aurais dû. Mais quand j'ai réalisé ce qui se passait, il était déjà parti. Et toi, tu avais déjà assez de morceaux brisés à porter. James était toujours silencieux. Il avait les yeux vitreux mais secs. Il n'avait pas cligné des yeux depuis des minutes. Ses mains s'accrochaient à la boîte, comme s'il avait besoin de la tenir pour continuer à respirer. Je me suis approchée de lui délicatement. Il ne s'est pas écarté. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. « Roman sait qu'on est ensemble. » « C'est clair. Mais qu'est-ce qu'il veut ? De quoi s'agit-il vraiment ?» Carole a reposé son verre et a remis la main dans le coffre. Elle a sorti un autre dossier, plus épais que le précédent. À l'intérieur, il y avait plus de documents, des transcriptions, des codes,
des copies de virements bancaires et une photographie d'une femme que je ne reconnaissais pas. Roman ne protégeait pas seulement des secrets, a-t-elle dit. Il les vendait. Des noms, des emplacements, des traces financières. La plupart à travers des sociétés fictives, des comptes cachés, certains d'entre eux, au nom de Michel, falsifiés, mais Michel gardait des copies, des preuves. Elle a glissé un papier sur la table. Mon nom était dessus. Celui-ci, a-t-elle dit en tapotant la feuille, c'est un compte jointe ouvert 3 mois avant que Michel disparaisse. À ton nom et au sien, mais tu n'as jamais rien signé. Lui si. Je ne le savais pas. Tu n'étais pas censé le savoir. Il essayait de cacher la trace documentaire, de te garder à l'écart. Mais au moment où toi et James êtes apparus au même endroit, Roman l'a vu comme un atout. Un fil détaché. « Et qu'est-ce qu'il veut ?» a finalement demandé James, la voix rauque. Carole l'a regardé, puis m'a regardé. « Il veut la boîte, a-t-elle dit, et tout ce qu'il y a dedans. » J'ai baissé les yeux, les lettres, des photos, des noms, le poids silencieux, et oublié des secrets pliés dans les plis et l'encre. « Si on la lui donne, ai-je dit, est-ce que ça se termine ?» Carole a secoué la tête. Les hommes comme Roman ne fonctionnent pas comme ça. Si tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils ne veulent que plus. James a expiré brusquement. Alors on la brûle. Non, ai-je dit trop rapidement. Si Michel est mort en essayant de garder ça en sécurité, on ne peut pas le jeter. On ne peut pas effacer sa dernière décision. Il y a eu un silence, lourd et vivant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? A demandé James. Qu'est-ce qu'on fait ? Carole s'est penchée en avant. On finit ce qu'il a commencé. Ça semblait simple, mais ça ne l'était pas. Parce que finir ce que Michel avait commencé signifiait faire partie de l'histoire de laquelle il avait essayé de fuir avec sa vie. Ça signifiait nous rendre visibles dans un monde conçu pour punir ceux qui disent la vérité. Ça signifiait risquer tout pour un homme qui ne nous avait laissé que des miettes et de la culpabilité. James s'est levé et s'est approché de la fenêtre. La rue était vide, mais ses épaules étaient tendues. « Et si c'est déjà trop tard ?» a-t-il dit. « Ce ne l'est pas, ai-je répondu en me mettant à côté de lui. Parce que tu es ici. Et je suis ici. » Et on respire encore. Carole s'est aussi levée et s'est approchée silencieusement de la cheminée. Elle a pris un petit carnet noir que je n'avais pas vu avant. Elle me l'a tendu. « Le dernier contact de Michel, a-t-elle dit. Il ne faisait confiance à peu de gens, mais cette personne, il a dit que si les choses devenaient pires que se cacher, pire que Roman, c'était à qui il devait appeler. J'ai ouvert le carnet. Un seul nom. Un numéro. James s'est penché par-dessus mon épaule. Le nom ne nous disait rien à aucun de nous deux, mais la ville qui était en dessous, nous la reconnaissions tous les deux. Lyon. C'est là que tout recommencerait. Pas avec Michel, ni même avec Roman, mais avec nous. Et avec le dernier secret qui attendait d'être découvert. Nous sommes partis pour Lyon avant l'aube. La maison dormait encore quand nous sommes partis. La lumière du porche de Carole clignotait doucement, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Elle nous avait préparé un petit sac, un téléphone jetable, de l'argent en billets neufs, des barres protéinées et un papier plié avec son nom écrit à côté d'un contact dans la ville. Élise Moreau, James n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il regardait par la fenêtre avec les écouteurs mis, mais sans écouter de musique. Je pouvais dire qu'il revivait tout. Les secrets de Michel, les confessions de Carole, la photo de Roman qui nous regardait depuis la boîte. Je n'ai pas essayé de briser le silence. Certaines blessures ont besoin de silence pour respirer. À mi-chemin vers Lyon, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait à verse, trempant l'autoroute et brouillant les phares, jusqu'à ce que le monde ressemble à une aquarelle qui s'estompe. J'ai continué à conduire. J'avais des jointures blanches sur le volant. Je n'avais aucune idée de ce qu'on trouverait à Lyon, juste que c'était la bonne chose à faire. Et j'apprenais que parfois, quand votre vie est basée sur des mensonges, la seule direction qui vous reste est d'aller de l'avant. Quand nous sommes arrivés dans la ville, il était midi. L'adresse que Carole nous avait donnée nous a menés à une librairie. Elle était étroite, cachée entre une maison de prêt sur gage et une laverie.
L'enseigne au-dessus de la porte disait « Cendre et ormes livres ». À l'intérieur, ça sentait le cèdre, les vieilles pages et quelque chose de légèrement métallique. Nous sommes entrés et une femme derrière le comptoir a immédiatement levé les yeux. Elle n'a pas souri, elle n'a même pas cligné des yeux. « Tu es Claire » a-t-elle dit. Sa voix était basse. Ferme. J'ai hoché la tête. Elle a regardé James, puis m'a regardé à nouveau. « Il est à toi. » James a fait un pas en avant. « Tu es Élise ?»« Oui, » a-t-elle répondu. « Suivez-moi. » Sans présentation, sans explication, juste des gestes. Elle nous a menés par un couloir au fond du magasin, descendant un escalier étroit qui grinçait sous notre poids. Au bout, il y avait un sous-sol qui ressemblait plus à une salle de guerre. Des cartes, des photos, des dossiers empilés si haut qu'ils touchaient presque le plafond. Un petit moniteur dans le coin clignotait avec des images de caméra, certaines de rue que je ne reconnaissais pas, d'autres qui semblaient inquiétamment proches de chez moi. Élise nous a fait signe de nous asseoir. James et moi avons partagé un banc de bois pendant qu'elle sortait un dossier d'une armoire, l'ouvrait et le plaçait entre nous. Le visage de Roman Dubois me regardait fixement. Encore. « Voici qui te surveille, » a-t-elle dit. Et ce n'est pas juste lui. Il fait partie de quelque chose de plus grand, en dehors du système. Argent privé. Il recrute des gens comme lui, d'anciens agents, de renseignement, des contractants, qui ne sont loyaux qu'à leur salaire. Le genre de gens qui disparaissent sans laisser de traces. Je suis restée à regarder le visage. « Qu'est-ce qu'il veut ?»« Contrôle », a-t-elle répondu simplement. Michel avait quelque chose qu'ils ont enterré il y a des décennies. Pas seulement des preuves, des noms, des numéros de compte, des gens qui tomberaient si cela devenait public. James s'est penché vers elle. « Et la boîte ?» Elle le regardait attentivement. « Cette boîte est dangereuse. Ce n'est pas un message, c'est une arme. » J'ai senti l'air se raréfier autour de nous. « Alors, pourquoi Michel l'a-t-il gardée ?» ai-je demandé. « Pourquoi nous l'a laissée ?»« Parce qu'il croyait que vous étiez les seuls qui ne la vendriez pas. Ses yeux ont rencontré les miens. Et parce qu'il savait que Roman ne s'arrêterait pas jusqu'à ce qu'il l'obtienne. » James a joint ses mains, sa voix était ferme mais ses yeux le trahissaient. Il nous a suivis. Il a laissé des notes, des photos, des avertissements. Élise a hoché la tête. Il joue avec vous. Il veut vous effrayer. C'est ce qu'il fait. Il attendra jusqu'à ce que vous soyez désespérés, et alors il vous offrira la sécurité en échange de votre silence. Il nous a déjà tout pris, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il croit qu'on lui doit encore ? Votre silence, a-t-elle répété. Votre reddition. Et votre nom, Claire. Ce compte joint n'est pas inactif. Il s'est activé quand James a refait surface. Mon estomac s'est retourné. Comment s'est-il activé ? De l'argent a bougé. Pas beaucoup, mais suffisant. Suffisant pour alerter les systèmes qui surveillent ce genre de choses. J'ai regardé James. Il était devenu pâle. Je pensais, a-t-il chuchoté. Je pensais que peut-être c'était ma faute, qu'on était en danger seulement parce que j'étais revenue. Tu n'es pas revenu, lui ai-je dit en me tournant vers lui. Tu appartenais là. Tu ne peux pas éteindre un incendie en cachant l'allumette, a dit Élise. Mais on peut contrôler jusqu'où il se propage. Elle m'a tendu une petite clé USB. Voici des copies de tout. Si tu décides de le rendre public, tu en auras besoin. Mais si tu le fais, il n'y aura pas de retour en arrière. Fini de se cacher. Ils sauront que tu n'as plus peur. Le choix était clair, terrifiant. J'ai regardé James et pour la première fois depuis qu'il était entré dans ma vie, je n'ai pas vu un étranger. J'ai vu un garçon qui avait attendu toute sa vie de sentir qu'il appartenait quelque part, et je l'ai su. Nous ne fuirions pas. Nous battrions. On m'a dit que la vérité apporterait la fermeture. Mais la fermeture n'est pas la tranquillité. C'est la douleur. À la fin, Michel n'a pas disparu. Il a tout sacrifié pour protéger la seule famille en laquelle il avait jamais cru. Et maintenant, c'est mon tour. Roman est toujours là-bas, mais je ne suis pas la femme que j'étais en 2005. Je n'ai pas peur.
J'ai mon fils à mes côtés. La vérité dans mes mains et un choix. Le silence ou la justice. Cette histoire peut être terminée, mais le message demeure. Pour plus de moments crus et réels comme celui-ci, abonnez-vous pour accompagner plus de femmes qui trouvent leur force. La guérison prend du temps, mais c'est possible.